Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'ai décidé de faire une série de vidéos portant sur les manuels de japonais que nous en France on peut utiliser, surtout donc en français puis après en anglais parce que malheureusement en français les ressources sont assez limitées. J'ai décidé de faire ça en fait parce que récemment j'ai voulu m'acheter des livres sur le N4 et j'ai remarqué que sur YouTube il n'y avait pas tant de vidéos avec des avis, surtout des vidéos qui montrent l'intérieur en fait des manuels. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'aider à mon tour d'autres personnes. Donc voilà, pour l'instant, j'ai à peu près tous ces manuels-là. Il y en a des très bien et d'autres pas bien. Du coup, l'idée, ce serait de vous les présenter d'abord ceux-là, et puis quand j'en achèterai des nouveaux de plus haut niveau, évidemment, de continuer cette série de vidéos. Donc pour commencer cette série de vidéos, j'ai décidé de parler en premier des cahiers A6000, parce que sur internet, j'ai l'impression qu'il y a moins d'avis sur ces cahiers-là. Et je sais qu'en tant que débutante, c'est l'un des premiers que j'ai acheté parce qu'ils sont trouvables un peu partout en librairie. Et je sais que beaucoup d'autres personnes les achètent au début en tout cas. Donc moi je possède 3 tomes de cette série. J'ai un tome avec les kana, donc hiragana et katakana. Je sais qu'il existe un tome avec, il me semble, des kana et des kanji, ou alors que des kanji, je sais plus. Je sais qu'ils se vendent par deux des fois. Mais personnellement, je ne l'ai pas acheté parce que j'en avais pas le besoin. C'était vraiment pour un des premiers livres que j'ai acheté, celui-ci, pour justement apprendre à bien écrire dès le début comme il fallait. Ensuite, j'ai le niveau débutant, donc là, c'est vraiment des leçons, de la grammaire et des exercices. Et le niveau faux débutant intermédiaire que je suis en train de terminer en ce moment, en fait. Alors, avec ces deux bouquins-là, je pense que ça reste à peu près du N5, début N4. Je pense pas que... Enfin, je me rends pas tellement compte du niveau, mais je pense que ça s'arrête là. Donc pour commencer, je vais vous présenter rapidement le tome 1. C'est pas un tome très intéressant à mon goût, je trouve. Je pense qu'il y a d'autres cahiers avec lesquels vous apprendrez mieux. Je vais d'abord vous dire ses défauts, pour les raisons pour lesquelles je vous conseille pas de l'acheter. D'abord, en fait, donc je vous montre un petit peu le début. Si vous voulez mettre pause pour regarder à quoi ça ressemble, vous pouvez. Hop. Voilà. Donc là, ça commence avec les hiragana. Et en fait, le problème principal de ce livre, je trouve, c'est qu'ils ne sont pas rangés par ordre alphabétique. Ils sont rangés par ordre de nombre de traits. Et du coup, je pense pas que ce soit très intéressant d'apprendre dans cet ordre-là. Alors c'est sûr, vous apprenez du coup du plus simple au plus compliqué. Mais au final, il vaut mieux directement les retenir dans l'ordre alphabétique, je pense, parce que c'est super important de connaître l'ordre par la suite. Donc ça sert à rien de s'embrouiller la tête dès le début, je pense. Deuxième chose que je trouve pas intéressante dans ce bouquin, d'abord il y avait un kana, je sais, qui n'était pas tracé dans le bon ordre, mais alors je sais plus du tout lequel, mais je sais que mon copain apprend aussi japonais, et qu'une fois je l'ai vu écrire un kana et je lui ai dit mais non, c'est pas comme ça. Et du coup on est allé vérifier dans mon bouquin, et en fait c'est moi qui l'avais appris à l'envers, donc déjà c'est une mauvaise chose aussi, parce que ça fait prendre de mauvaises habitudes. Et ensuite, pour terminer, en fait, ils vous apprennent les kanas avec la police d'écriture d'ordinateur. Et en fait, quand vous écrivez à la main, il y a certains kanas qui sont importants d'écrire en deux parties, en fait. Comme celui-là et le ça aussi. Il y a une partie par là, en fait, qui n'est pas collée. Et si vous écrivez comme ça, par exemple, moi je suis à l'université, donc j'apprends le japonais là-bas. Si vous écrivez comme ça lors d'un examen ou autre chose, en fait, vous allez perdre des points bêtement. Et même dans la vie de tous les jours, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut écrire et pas autrement. Après, il a quand même d'autres... il a quand même des bons points, hein, il n'y a pas que du négatif. D'abord, il y a des petits entraînements au fur et à mesure du livre. Donc ça vous permet de vous entraîner à voir si vous avez bien retenu vos kanas en vous faisant écrire des mots, donc ça vous permet de ne pas utiliser bêtement qu'un seul kana au fur et à mesure. Et en plus, ça vous permet de commencer à apprendre du vocabulaire et du coup de vous voir un petit peu évoluer autre que les kanas dès le début en fait. Du coup, je trouve ça assez motivant. Et pour finir, donc à la fin, vous avez... Vous avez la correction du coup des petits exercices que vous avez au fur et à mesure. Et je trouve ça aussi intéressant, cette partie-là. Ce sont les kanas qu'on n'utilise plus en fait, qui s'utilisaient à l'époque. Donc c'est pas forcément important d'apprendre à les écrire, je pense. Mais je trouve ça important par contre de au moins savoir les reconnaître, parce que je sais pas si un jour vous tombez sur un texte ancien, peut-être qu'il est important de savoir au moins les lire. Voilà. Donc ce livre il coûte
9,90. Vous avez une version avec du coup celui-ci plus celui avec les kanji qui est à 19,90 du coup je crois. Mais moi vraiment je vous conseille pas d'acheter celui-là pour commencer à écrire vos kanas. Maintenant du coup je vais vous parler des deux autres tomes, donc le débutant et le faux débutant. Donc c'est vraiment la suite logique, hein. Si vous faites celui-ci vous avez accès à celui-là, il n'y a pas de différence de niveau entre les deux, donc ça c'est un des points positifs entre les deux. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi je vous conseille peut-être d'acheter celui-là mais pas du tout celui-là au final, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais commencer d'abord pour les points faibles. Quand je vais parler en fait ça va être pour les deux bouquins parce qu'ils sont à peu près pareils, hein, ils se suivent. Déjà moi j'ai commencé donc avec celui-là et en tant que débutante il y avait un souci de temps en temps, c'est qu'il y avait des fautes. Il y avait des fautes dans la correction et il y a eu aussi des fautes dans une des leçons. Donc j'avais la chance d'être sur un Discord avec des apprenants japonais qui m'ont aidé à corriger parce que le problème c'est que quand vous débutez, vous n'allez pas forcément mettre remettre votre manuel en question en fait. C'est vous que vous allez remettre en question, vous allez vous demander si vous n'avez pas bien compris ou quoi que ce soit. Alors que c'est juste des fautes. Donc quel que soit le manuel, si vous avez un doute un jour, n'hésitez pas à rejoindre je sais pas, des groupes Facebook, des groupes Discord, peu importe, pour vous aider peut-être à corriger des erreurs. Alors un des autres mauvais points de ces bouquins, c'est qu'il n'y a pas du tout de kanji. Enfin, il y a juste les chiffres dans le tome 1 et c'est vraiment tout à la fin du tome 1. Et dans le tome 2, il y a quelques verbes, il doit y en avoir peut-être une vingtaine, mais du coup c'est vraiment pas intéressant si vous voulez apprendre le japonais convenablement, c'est-à-dire avec les kanji. Du coup moi en fait ce que je faisais c'est que les kanji je les ai appris à côté et je faisais ces bouquins vraiment pour la grammaire et les exercices. Donc le dernier point négatif que je pourrais sortir de ces deux livres, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Donc du coup si vous êtes quelqu'un qui n'est pas habitué à regarder des animés, à regarder des films ou des séries en japonais, tout ce qui est prononciation ou même le fait de reconnaître les mots dans un contexte finalement, tout ça vous n'aurez pas. C'est pour ça finalement que je vous conseille pas ces livres-là et encore moins ce tome-là, parce que du coup avec les deux-là ça vous amène quand même à un bon niveau N5 à la fin, sauf que vous avez un N5 sans kanji et sans écoute. Donc du coup si vous voulez aller passer le JLPT, vous ne pourrez pas l'obtenir uniquement avec ces livres-là. En fait il faut travailler autre chose à côté. Après moi en tant que débutante j'avais commencé avec celui-ci, il m'a quand même donné de bonnes bases je trouve. Donc, il reste quand même dans mon cœur, on va dire, mais celui-là, franchement, ça sert à rien de l'acheter. Après, évidemment, ils sont pas très chers, hein. Si vous achetez par exemple que celui-là, c'est pareil, il est à 9,99. Donc si vous en prenez qu'un, ça va. Mais c'est vrai que si vous faites comme moi et que vous achetez 3 tomes, c'est peut-être pas utile. Vous avez quand même de meilleurs manuels qui coûteront peut-être plus cher sur le coup, qui vont vous coûter 30 ou 40 euros. Mais vous aurez tout à l'intérieur, des kanji, de l'écoute, de la grammaire, donc c'est plus intéressant de partir directement sur un autre livre je pense. Donc pour continuer maintenant on va aller un petit peu sur les points positifs, hein, parce qu'il y en a quand même. D'abord je vais vous montrer plutôt le tome 1 mais regardez le tome 2, hein, c'est vraiment la même chose avec un niveau un peu plus supérieur. C'est tout mignon à l'intérieur, ça donne envie quand même de travailler, de voir des petites images comme ça. Du coup au niveau des points positifs déjà, faudrait que je cherche le bon endroit, mais en fait vous avez des traductions dans les deux sens. Par exemple vous avez du français et vous devez trouver en japonais, et du japonais au français. Donc ça c'est une bonne chose, ça vous permet de vous entraîner en fait dans les deux sens. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que là vous voyez vous avez des mots soulignés, enfin ce sont des verbes. Et en fait quand les mots sont soulignés, les verbes pardon, vous devez les mettre en forme polie. Et quand ils ne sont pas soulignés, vous devez mettre en forme neutre. Du coup ça vous fait vous habituer pareil à switcher dans votre tête. Je trouve ça pratique parce que c'est vrai qu'il y a des manuels qui vous apprennent la forme polie en plus de... Enfin la forme neutre pardon en plus de la forme polie. Mais vous l'utilisez pas spécialement plus à part dans des phrases un peu plus complexes. Du coup, je pense que c'est bien de s'habituer un peu dans les deux sens dès le début. Ça, c'est une bonne chose. Ce que j'aime bien aussi... Attendez, voilà.
Ouais, ça c'est pas bien. Vous avez une espèce d'auto-évaluation à chaque fois, donc ça vous permet de vous référer. En fait, vous avez tout à la fin, après la correction, du coup des petites cases à cocher. Donc moi j'avais arrêté de le faire pour le tome 1 parce que je suivais pas, je savais pas bien en fait m'organiser. Mais pour le tome 2 c'est vrai que je l'ai fait, et le fait de mettre que vous avez été moyen ou mauvais dans une des leçons fait que vous pourrez facilement vous y reporter et peut-être faire les exercices par la suite. Aussi, au niveau des explications, je trouve que c'était vraiment un livre où j'ai facilement compris au fur et à mesure les explications de la grammaire. En plus, vous avez pas mal d'exemples qui vous permettent de vous entraîner. Après, c'est vrai que je trouve certains, là ça reste assez facile, mais je sais que dans le tome 2, je trouve certains exercices un peu plus complexes où ils vous font une phrase en français par exemple, que vous devez traduire en japonais, sauf que les phrases ont été un peu poussées, je sais pas comment vous expliquer, parce que si vous débutez, ça sert à rien que j'explique un truc que vous n'avez pas encore vu, mais du coup, il va y avoir des verbes que j'ai pas utilisés comme eux par exemple, et du coup, vu qu'on travaille seul, il n'y a qu'une seule correction évidemment, et vous ne pouvez pas forcément savoir si votre phrase convenait vraiment dans le contexte ou pas en fait. Après, ce souci, je pense qu'on le trouve un peu dans tous les manuels, c'est juste que dans celui-là, je trouve que ça m'arrive particulièrement de ne pas traduire du tout comme eux. En fait, c'est bien, ils reprennent des choses qu'on a appris précédemment, même dans le tome 1, des phrases un peu plus complexes, sauf que perso, ça me vient pas forcément à l'esprit de l'utiliser. Donc du coup, si on a fait une phrase et qu'ensuite on voit la correction et que ça ressemble pas, on se dit ah oui c'est vrai, j'aurais pu utiliser ça, sauf que je l'ai pas fait et que maintenant c'est trop tard. c'est juste ça qui est un petit peu dommage, mais sinon je pense que c'est un peu dans tous les manuels qu'on se retrouve avec une correction dont on n'est pas forcément sûr si on n'a pas la même chose que dans le bouquin. Du coup, pour conclure, oui, à la limite, si vous avez déjà acheté celui-là, faites-le parce qu'il est quand même cool. Si vous n'en avez pas acheté, moi je vous conseille pas forcément cette série de manuels pour commencer le japonais. Surtout qu'effectivement, ça vous revient à cher si vous achetez tous les livres. Après, celui-ci reste quand même convenable pour débuter. Si vous apprenez l'écoute et les kanji à côté, franchement, ça reste un bon manuel pour le prix parce qu'avec internet, vous avez plein de sites pour apprendre le reste à côté. Donc ça reste pas mal. Jugez pas trop mon écriture, hein, je débutais à ce moment-là et je suis toujours très mauvaise à l'écrit. Donc soyez gentils. Et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour vous parler d'un autre manuel. Merci.